Je vais vous parler, faire une intervention avec deux casquettes. En fait, j'ai effectivement la chance d'être le président national du Centre des jeunes dirigeants. C'est un très vieux mouvement, je vais revenir dessus. Mais parallèlement à ça, je suis entrepreneur et je dirige un cabinet qui grossit et qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises sur leur stratégie commerciale, qu'on déploie sur tout le territoire. Donc on élabore des stratégies commerciales, on est des entraîneurs de la vente et on facilite la transaction entre le client et son client, en 3 mots. Et en écoutant un petit peu ce qui s'est dit hier, même si je n'étais pas là tout le temps, et en écoutant l'introduction de Michael, j'étais assez interpellé parce qu'on a une grosse réflexion. Enfin, le lean, chez un client, c'est quand même un gros mot. Hein, c'est quand même quelque chose qui... Déjà, ce n'est pas très joli, lean. Et puis, même, on ne sait pas tellement... enfin, les clients ne savent pas trop ce qu'on met là derrière. Mais par contre, j'ai vu que l'innovation permettait de créer des produits, et ça, je trouve que c'est quand même plutôt intelligent. Moi, je ne suis pas un expert du lean, hein, donc je ne vais pas donner de leçons sur le lean. Mais par contre, on n'a aujourd'hui pas du tout l'assurance que cette fameuse innovation génère un super produit qui va être super vendu. Et depuis quelques années qu'on accompagne des entreprises, on s'est rendu compte que la problématique glisse entre la production, l'innovation, sur la satisfaction du client. Donc on a pléthore d'entreprises en France qui avons élaboré des super produits, des super process, et qui ne se vendent pas. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas très grave, moi on s'est fait plaisir, on a investi, on a pris un peu de crédit impôt recherche, on a fait de la R&D, mais à la fin on a quand même des produits qui ne se vendent pas. Et donc on a vu arriver toute une phase de clientèle, il y a 5-6 ans, l'essentiel de nos clients c'était des gens qui étaient un peu dans le hard business, le négoce, ce genre de choses, et là on a vu arriver des industries, des entreprises fabriquent des ressorts, des produits, on va dire simples, courants, voire même qu'on ne sait pas que ça existe, et qui se sont dit, bah, tiens, c'est marrant, je fabrique maintenant depuis 30 ans des ressorts, tout type, et en fait, je ne sais pas pourquoi je les vends, et je ne sais pas quand j'en vends pas, je ne sais pas pourquoi non plus. D'accord, donc on réfléchit un peu sur le sujet, et en fait, on se rend compte que pendant 30 ans, il s'est concentré sur son produit, et que par une sorte de magie économique, il trouvait des clients, et que tout ça allait bien. Et puis ça marchait bien parce qu'on était dans les périodes où tout allait bien. Les marchés se régulaient, on avait 3-4 concurrents par marché, puis chacun s'arrangeait, se prenait sa part du gâteau. Et en fait, il y a quand même, 2008 a quand même eu un impact puisque ça a bien nettoyé tout ça. Et donc les clients qui avaient l'habitude d'acheter sans se poser de questions se sont commencé à se poser des questions et se dire, tiens, finalement, le ressort que j'achète depuis 10 ans chez machin, est-ce que je vais quand même regarder si il est bien et si je ne peux pas l'acheter ailleurs, quoi. Bon. Et donc, il peut l'acheter ailleurs, puisque ça fait quand même 30 ans, ou ça fait 10 ans qu'il achète chez son fournisseur, ça fait 10 ans qu'il l'achète cher, mais il ne le sait pas. Et ça fait 10 ans que, finalement, l'innovation produit, elle n'existe pas tant que ça chez mon fournisseur. Donc, ça a bousculé tout ça. Et donc, ça a posé 2 questions fondamentales qui sont directement liées au lean et à la problématique de la performance de l'entreprise. C'est la satisfaction du client et c'est la satisfaction du besoin. Donc, quand j'entendais hier qu'on a découvert qu'il fallait un petit peu aller sur les chaînes de production, que les directeurs de prod, les directeurs d'usine, ce serait bien qu'ils aillent voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain, qu'on aille voir pourquoi est-ce que nos hommes et nos femmes, avec les blues, ils font ou ils ne font pas des bêtises. En fait, il faut aussi qu'ils montent dans la Clio et qu'ils aillent voir des clients. Bon. Alors, la satisfaction du client, on a découvert quelque chose, c'est que vous tous, probablement dans la salle, vous avez une sorte de conviction, moi-même je l'ai sur mon entreprise, que nos clients sont satisfaits. Parce qu'on essaye de bien faire notre job, on essaye de faire convenablement ce qu'on a à faire, on pense être inventif et on pense que nos clients sont contents. Et en fait, en creusant un peu, et c'est une question que vous pourrez vous poser demain en rentrant dans vos entreprises, finalement, est-ce que mes clients sont satisfaits ou est-ce que mes clients sont juste pas insatisfaits? Alors, ce n'est pas très grave quand ils ne sont pas insatisfaits, parce qu'ils sont encore clients. Mais par contre, le passage de pas insatisfait à pas satisfait, la frontière est très courte. Donc vous prenez une ligne verticale, vous mettez une flèche en haut, une flèche en bas, vous mettez un petit tiret avec satisfait, vous mettez le 0, et juste au-dessus du 0, vous mettez pas insatisfait. Et juste en dessous du 0, vous mettez pas satisfait. Et le passage de pas insatisfait à pas satisfait, c'est la perte du client. Donc où est-ce qu'on se pose, nous, entrepreneurs, dans notre capacité à générer de la satisfaction client? Alors ça m'a interrogé parce que finalement, vous savez, dans le lean, en général, on parle d'amélioration continue. Et en fait, c'est ça la machine. La machine de guerre économique, c'est ça. C'est ne pas se satisfaire de ce qui marche bien. Alors, tu parlais des gens qui étaient un peu grisonnants. Voilà, 45 ans.
je me rappelais que ma première voiture, c'était une 104. Peugeot 104 Z. Quand il faisait moins 10, parce que j'habite en Alsace, alors non pas qu'en Alsace il fait toujours moins 10, mais il arrive qu'il fasse moins 10, quand je tirais mon starter et que ma voiture démarrait, j'étais content. Est-ce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir, quand on démarre notre voiture, si elle va démarrer? C'est juste un truc de dingue. Par contre, si elle ne démarre pas, c'est insatisfaction immédiate. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça tiré en permanence par le haut? Donc ça, c'est une vraie question d'entrepreneur sur la satisfaction client. Et on a une parfaite méconnaissance de nos clients parce qu'en fait, on n'y va pas. Moi, j'accompagne des entreprises qui fabriquent des machines extraordinaires, des balayeuses industrielles, vous savez, les balayeuses qui nettoient les bords des trottoirs, des choses comme ça, des saleuses. Je veux dire, il vend en Europe, il a un commercial. Excusez-moi, je vais boire un coup. Comment un commercial peut avoir une vraie connaissance du besoin du client? Et donc là, on bascule sur la deuxième problématique, c'est le besoin. Alors évidemment, vous allez dans une entreprise, ils vous disent le besoin, évidemment, moi je suis à l'écoute de mes clients, donc je connais les besoins de mes clients. Ok, bon, comment on va les benchmarker, comment on va les chercher? Bon, on remet ça un peu au commercial, s'il y en a de nouveau. On fait de temps en temps une porte ouverte, on fait 2-3 enquêtes de satisfaction, puis on pense. Mais surtout, le besoin, il est créé dans notre entreprise. C'est-à-dire qu'on a une somme d'individus qui est convaincue du besoin du client. Et là, d'un seul coup, on met sur le marché des produits qui ne se vendent pas, ou mal. Donc ça, c'est une vraie réflexion de fond aussi. Et moi, je vois un nombre incalculable d'entreprises qui fabriquent des produits qui ne se vendent pas, mais ils sont fiers, marchent bien. Magnifiques, sont là, dans l'entrepôt. Je pense à un gars, alors là, ça peut vous faire... Ça peut matcher un peu je pense qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie. J'ai accompagné une entreprise qui finalement fait des machines d'assemblage. Donc voilà, un gars fabrique une pièce X qui doit subir une vingtaine d'interventions. Donc il fait la machine complète qui va gérer tout le dispositif de la pièce, qui va se balader, qui va se faire percer, laver, tout ce que tu veux. Et donc il a remarqué qu'il y avait une vraie problématique sur les petites séries. C'est-à-dire que, je sais pas, le fabricant, il dit, voilà, pour cette machine, j'ai besoin juste de 10 000 pièces, comme ça, elle doit avoir cette taille, un trou à cet endroit, elle doit être un peu ébavurée là, elle doit avoir une inclinaison, enfin bref, j'invente. Et donc, il se dit, je vais faire une vraie machine qui fait juste des petites séries. Donc, la magnifique machine, ça s'appelle Evolubox, truc extraordinaire, tu mets ta pièce, elle peut subir 8 interventions, et donc ça débite pour des petites séries, quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas vendu. Bon, tout le monde y a mis de l'argent, hein, la région... Bon, bref. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Donc, le gars, il est là, et donc il m'appelle, il me dit, je ne comprends pas, ce truc, c'est génial, quoi. Et quand je lui dis que je vais lui prendre 10 000 € d'honoraires juste pour aller voir s'il y a un client qui est intéressé par ça, il est choqué. Je lui dis, mais tu veux que j'aille sur le terrain vendre ton truc, là? Je vais juste d'abord aller voir si tu t'es pas fait plaisir à sortir un produit que juste personne ne veut. Donc, la problématique de besoin, les clients, en fait, enfin, les entreprises, elles raisonnent qu'à travers le besoin qu'elles pensent avoir à satisfaire chez leurs clients, sans s'être assurées qu'ils ont le besoin. Alors, vous avez deux types de besoins. Vous avez le besoin explicite et vous avez le besoin implicite du client. Le besoin explicite, ça veut dire que le client il sait déjà qu'il en a besoin. Donc là, vous y allez forcément, normal, mais vous êtes tous à y aller, puisqu'il l'a dit. Normal. Donc la prise d'avance, l'innovation, tout ça, on est un peu grillé, puisqu'on a déjà les petits copains concurrents qui sont dessus. Après, il y a le besoin implicite, qui est le besoin que le client ne sait pas encore qu'il en a besoin, mais c'est vous qui allez l'amener sur le territoire sur lequel il se dit « Ah, là, j'ai une vraie valeur ajoutée ». Et pour aller chercher des besoins implicites, qui se révèlent, car un besoin ne se crée pas, un besoin se révèle. Il est latent, il est quelque part. C'est en nous, c'est dans l'acheteur, c'est dans la vision de l'industriel, il se dit « Et vous apportez une innovation qui dit « Ah, là, il me déplace sur un territoire que je n'ai pas ». Ça, c'est un besoin implicite. Donc, dans nos organisations, comment sommes-nous organisés pour aller chercher les besoins de demain de nos clients sans se faire ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, enfin, continuons un peu plus loin, c'est-à-dire j'innove, je mets sur le marché un super produit qui a bénéficié du Lean, mais dont j'ai la garantie derrière qu'il se vende. Et c'est là que le métier du dirigeant, c'est quand même un petit peu le sujet sur lequel on m'a demandé d'intervenir, c'est là que le métier du dirigeant, il change. Moi, j'ai dû dire à des industriels, ton métier, c'est pas de fabriquer une saleuse, c'est de la vendre. Ça fait 50 ans que tu les fabriques. On n'a pas de doute sur le fait que tu les fabriques.
Il a 2 gars qui planchent sur des systèmes radio avec satellites qui peuvent permettre de dire, tiens, lorsque je vais sur cette route, il y a 10 cm de neige, donc il faut que je mette ma lame, elle doit descendre. Ok, mais personne n'en veut de ton truc, c'est des collectivités, ils n'ont pas de thunes. Puis de toute façon, il faut payer le mec qui va gratter 3 fois, ils s'en foutent. Bon, ils ont les collectivités, ils ont ce qu'il faut en personnel, donc ils peuvent passer plusieurs fois sur la route, ça ne gêne pas, c'est pas la peine qu'on passe moins souvent, finalement. Sinon, ça fait moins de boulot, après le gars, il ne fait plus rien. Donc ça ne les intéresse pas d'avoir un truc qui est productif. T'imagines, tu as un gars qui met sur le marché une machine qui sert aux collectivités à 98% de son marché, dont il cherche la productivité et l'efficacité sur un marché qui n'en veut pas. En termes de compréhension des besoins, mais c'est normal, il avait un directeur commercial, ça faisait 7 mois qu'il n'était pas sorti. Le mec, il a passé son temps entre la R&D pour voir si le produit était sympa. Tout ça. Donc le métier du dirigeant, aujourd'hui, c'est un métier compliqué. On ne peut plus être dirigeant comme ça. Et c'est là que le CJD s'est posé en une sorte de... CJD, le Centre des jeunes dirigeants, une sorte de structure, de mouvement patronal qui a dit, OK, on a les grands penseurs pour tout ce qu'on nous impose par la loi, donc les organisations patronales, on va dire, autorisées, et il faut qu'il se crée quelque chose d'autre qui va faire qu'on va réfléchir sur c'est quoi notre métier de dirigeant. Et la première chose qu'on a compris, c'est qu'on doit se former. C'est que le dirigeant n'est pas immaculée conception, quoi. Je veux dire, tu n'es pas dirigeant. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, ni rien. Alors au mieux, dans les années 38, quand on a créé le mouvement, tu étais fils d'eux, donc c'était facile de devenir dirigeant, tu étais fils d'eux. Bon, il y en a encore. Et c'est très bien, et heureusement. Mais ça ne suffit pas. Et dans la complexité dans laquelle on est, aujourd'hui, le métier de dirigeant, c'est un métier de visionnaire. Et on a l'habitude de dire au CJD, ou en tout cas, on l'a appris sur les 10 dernières années, c'est que finalement, le métier de dirigeant, c'est du pilotage, donc de la vision, la stratégie, donc comment j'élabore une stratégie, produits, services, clients, production, R&D, tout ça, donc avec toutes mes équipes, comment je la partage avec mes collaborateurs, donc comment je les emmène, comment je crée du sens pour qu'ils comprennent un petit peu pourquoi ils se lèvent le matin. Donc première activité du dirigeant, c'est pilotage, vision stratégique, et deuxième, médiation. Je m'occupe de mes hommes. On ne lui demande pas d'être derrière ces machines, on ne lui demande pas d'être les mains dans le cambouis. Quand nous, on travaille au CJD, qu'au CJD de Bordeaux, il y a une commission un mardi soir pour travailler sur comment je mets en place une cellule de créativité dans mon entreprise, donc on va bosser pendant 2 heures sur ce sujet, il y a des dirigeants qui n'arrivent pas à venir parce qu'ils terminent un truc dans leur boîte. Ils sont 40, 50 salariés. Qu'est-ce qui fait qu'un mec, à 7 heures, il ne peut pas aller à une réunion pour apprendre sur lui parce qu'il est en train de terminer un truc dans sa boîte, il faut que je termine des colis, je ne sais pas. Donc ça, ce n'est pas le métier de dirigeant. Le métier de dirigeant, c'est une prise de hauteur. C'est paradoxe, hein. C'est je prends de la hauteur et je vais sur le terrain. Et donc, lorsque j'ai pris... donc le CJD a une très longue histoire, assez réformateur. On s'est créé en 1938, donc c'était sorti du Front populaire, on prenait des cailloux, nous les dirigeants, et on s'est dit, tiens, il faut qu'on réhabilite l'humain, l'homme qui fait l'entreprise. Et donc on a posé cette baseline qui est historique et qu'on nous a un petit peu piqué par-ci par-là, mais ce n'est pas très grave, qui consiste à dire qu'il faut mettre l'économie au service de l'homme et pas l'inverse. Et depuis toujours, ça nous anime. Comment je mets l'économie au service de l'homme comme créateur de richesse, d'intelligence, même parfois collective. Ça arrive. C'est vrai que la question est bonne, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Pourtant, j'ai l'impression que j'en connais, mais je n'ai pas trouvé d'entreprise apprenante collective ou alors un truc un peu qui ressemble à pas grand-chose. Ou alors on veut mettre l'étiquette dessus. Mais en tout cas, on a cru dans cette, et on croit toujours dans cette capacité qu'on a à créer de la richesse par les hommes. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend déjà que l'homme est bon. Donc par défaut, l'entrepreneur qui dans sa tête se dit « collaborateur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je veux dire, de toute façon, ils vont chercher voilà, à un moment ou à un autre. Non, parce que c'est filmé, alors après... Ils vont chercher donc s'ils peuvent, ils vont essayer de tirer au flanc, et puis s'ils peuvent en profiter pour passer des trucs perso sur la boîte, ils vont le faire, photocopie, tout ça, le bordel et tout. Voilà. Quand tu as un dirigeant comme ça, donc lui déjà, il faut l'envoyer 1 an au CJD. Tu sors de sa boîte pendant 1 an, tu lui dis, ok, tu revois ton métier et tout ça. Par définition, l'homme est bon. C'est le pilotage de l'homme qui parfois est largement défaillant. Et ça, c'est un deuxième sujet sur lequel on a travaillé depuis 2 ans avec des JD, avec d'autres entrepreneurs, sur cette notion d'agilité. Alors, on est parti avec ce thème qui est un peu galvaudé, mais finalement, on a creusé et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet derrière ça.
en allant chercher un peu des pratiques du Lean, en allant chercher un peu les pratiques, je dirais, de l'informatique, qui a quand même déjà été assez avant-gardiste sur le sujet, on s'est rendu compte qu'on avait une vraie transformation à faire, nous, entrepreneurs, dans le pilotage de nos hommes. Et tous ces principes de l'agilité, qui consistent à travailler par itération, qui consistent à avoir toujours en perspective l'enchantement du client, j'y reviens sur mon premier sujet, qui consiste à dire qu'il faut de l'auto-organisation, qui pose comme je dirais, donner incontournable la confiance et le droit à l'erreur. Prenez le droit à l'erreur, c'est juste un truc inconcevable pour beaucoup de dirigeants. Tu passes une énergie folle à essayer qu'il n'y ait pas d'erreur. Ben, c'est le meilleur moyen pour qu'on ne fasse rien qui puisse faire qu'il y ait une erreur. Donc tu as un paquet de collaborateurs finalement qui ne tentent plus rien. Et on a des belles organisations en France là-dessus. On est très très bien. Donc on crée des trucs qui font qu'on ne fait pas de conneries, les collaborateurs ne font pas de conneries, et si ça ne plaît pas aux clients, ce n'est pas grave. On fait des process, mais en tout cas, tout va bien. Chaque chef a son périmètre d'autorité qu'il impose, compétent ou pas, 70% pas compétent, 30% compétent, et je garantis ma place. En général, au-dessus de moi, j'ai un mec qui est le même, mais il est juste rentré plus tôt, donc voilà. Et donc quand il monte, en général, il monte l'autre. Voilà. Et donc, attends, ça mérite pas encore. Et donc tu te retrouves avec des vraies organisations, avec une vraie compétence organique, en bas, avec des collaborateurs qui ont une intelligence individuelle, mais qui est mise au service du collectif, et qui est pire, mis au service du client. Et vous avez un tas d'abrutis au-dessus qui passent leur vie à créer des cadres et des contraintes pour pas que ça sorte. Soit pour sauvegarder leur poste, soit parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont à faire, ils ne savent pas le faire, donc on ne va pas leur jeter la pierre. Mais dans la problématique de l'agilité telle qu'on l'a traitée au CJD, on a traité deux sujets, c'est la compétence de l'homme, comment tu vas aller chercher la compétence et comment tu la manages. Et c'est deux enjeux majeurs dans nos organisations. On peut mettre tous les process derrière. Mais si les hommes qui font ces process sont des gens qui n'ont pas l'aptitude de le faire, si tu as des masses qui sont écrasées par une autorité débile et que tu as une pyramide qui est constituée d'autoritaires débiles, ça ne donne rien. Et on a des symboles. La banque. Pas de banquier, il y a des banquiers ? Catastrophe. La banque, c'est l'archétype de la structure qui a juste plus de sens. Ça ne sait même plus ce que c'est qu'un client. C'est-à-dire, ça n'a même pas un raisonnement client, c'est un raisonnement profit, optimisation, contrainte, vérification. Ils ne passent leur temps qu'à vérifier et s'assurer que tout soit dans les bonnes cases, que j'ai bien fait la copie de la JET, que j'ai bien le contrat, que j'ai bien... Le client, c'est pas grave, on verra plus tard. Et alors là, on a des couches. Hein. Mais il y en a d'autres, il y a plein d'entreprises qui sont comme ça, et y compris des PME. C'est ça le plus grave, parce qu'une banque soit comme ça, elles se réformeront ou pas, de toute façon on ne peut pas faire autrement, on en a besoin. Mais les PME, c'est plus dangereux. Parce que les PME, c'est notre tissu économique. Quoi. Une boîte de 50, 60 ou 100 salariés qui s'est encore hiérarchisée de façon un petit peu stupide comme ça c'est problématique. Parce que tu as une somme de directeurs commerciaux ou de managers ou de responsables qualité qui servent finalement pas à grand-chose. Et une vraie question qui peut se poser, j'étais chez un industriel qui fabrique beaucoup de choses dans le bois, 150 salariés, et il me posait la question, il me dit, moi j'ai des commerciaux, ils vont voir toute la partie grande distribution et tout ça, et on fait une innovation produit. Ils sortent un nombre incalculable de nouveaux produits. Il a sorti un concept 100 mètres carrés, donc maison bois, 100 mètres carrés, 100 000 euros. 150 mètres carrés, 150 000 euros. Tu achètes le terrain, 4 semaines après, ta maison elle est montée, basse, BBC, tout ce que tu veux. Un truc de dingue. Il a le compteur dans l'usine qui tourne. Voilà, il a 182 à produire là, dans les 3 semaines, donc 182 maisons. Hein. Donc le gars, il innove en permanence. Et puis donc son directeur général me dit « Ah putain, j'ai des commerciaux, là, ils tournent. Je ne sais pas trop s'ils sont bons. Enfin, j'ai un manager, chef des ventes. Je ne sais pas trop si c'est l'homme de la situation. » Je lui dis « Tu sais, tu te poses une question qui est assez simple. Qu'est-ce qui marche moins bien si tu l'enlèves ? » Il me regarde, il me dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est bon ça. Attends, je vais la noter. Je lui ai dit « Écoute, c'est cadeau.
En général, ça vaut un peu d'argent, mais c'est quand même cadeau. Tu poses cette question et on se rappelle dans une semaine. Tu fais la liste. Qu'est-ce qui marche moins bien si tu l'enlèves? Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever, ça veut dire peut-être qu'il faut l'enlever lui. Donc la valeur ajoutée du management, tel qu'on le conçoit au CJD, c'est l'apport que tu fais à tes collaborateurs. C'est finalement 60-70% du temps, Michael, qui est affecté en tant que manager à piloter la compétence de tes gens, à piloter leur capacité d'innovation, à faire émerger les idées de demain, à ne justement pas écraser l'innovation intellectuelle du collaborateur, et 30% où tu cours dans tous les sens, tu vas éteindre des feux. Normal, manager, ça sert aussi à ça, il en faut. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une masse de managers dont le métier, c'est reporting, vérification de les cases. Mais ce n'est pas facile de gérer les compétences d'un collaborateur. Quand on a creusé ce sujet au CJD, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte qu'on passe notre vie dans nos entreprises à faire des fiches de poste et à chercher la bonne personne qui rentre dans la fiche de poste. Et alors vous avez, ça tombe bien, j'ai des fiches qui ne servent à rien. Donc vous avez la fiche de poste, on va la montrer comme ça, et vous trouvez le collaborateur et ça fait à peu près ça. Ah, vous dites merde. Il y a le bord qui dépasse, c'est-à-dire ça, c'est un peu con, et puis là il y a toute la partie en bas qui ne maîtrise pas sur le poste qui est attendu. Et donc, tu as une sorte de pression phénoménale de la part des RH pour essayer de faire rentrer ce pauvre gars. C'est un truc de dingue, quoi. Et nous, on s'est dit, c'est bien finalement que ce gars il soit là, quoi. Déjà, on va se poser la question de savoir si c'est vraiment essentiel de maîtriser ça. Hein, parce que quand même, le gars qui a pondu la fiche de poste, c'est quand même un gars qui n'a jamais été sur le poste, donc c'est la première chose. Et ensuite, la compétence du mec qui est là, qui se balade, qui est à l'extérieur du poste, mais est-ce que ce n'est pas une compétence stratégique? Et c'est là qu'on a créé cette histoire entre les compétences requises, RH, les compétences détenues, monsieur, et éventuellement les compétences stratégiques. Comment je vais aller chercher chez la personne une compétence qui ne serait même pas je dirais, requise, ni même pas détenue, mais qu'il saurait sans le savoir et qui permettrait de créer une sorte de valeur ajoutée. Allez piloter ça lorsque vous n'êtes pas formé. C'est juste pas possible. Donc on a un travail considérable à faire. Nous, le CJD, mais on prend notre part du travail. On a une conviction, c'est que quand on dit qu'il faut mettre l'économie au service de l'homme, ce n'est pas juste une phrase comme ça un petit peu légère. C'est vraiment quelque chose qui fait sens. C'est que l'entreprise elle doit être organisée autour des femmes et des hommes qui la composent, parce que c'est eux qui créent la richesse. C'est pas... Et le dirigeant d'entreprise, dans son rôle, il n'a qu'à piloter ça. Il n'a qu'à s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Ce n'est pas un bisounours. Il n'y croit pas dans, effectivement, l'intelligence collective, l'entreprise apprenante toute seule comme ça. Il a forcément besoin des bonnes personnes, des bonnes ressources. Mais il en a besoin à un instant T, il doit savoir s'en séparer et il doit savoir les trouver. Donc le métier de dirigeant est devenu un métier extrêmement compliqué, sur lequel il doit s'impliquer sur l'ensemble de la chaîne, mais pas dedans. Et il doit s'intéresser à ses clients. Et ça, c'est une vraie nouveauté, a fortiori dans le monde industriel. Comment je développe de la fierté chez mon collaborateur de produire ce qu'il produit. On rigolait hier, on discutait avec deux amis qui sont dans la salle, après un whisky, enfin bref, et on pensait aux gars, on parlait de l'histoire dans l'usine où tu dois tirer l'alarme si tu sens qu'il y a un problème et que dans certaines usines on dit plus il y en a, mieux c'est qu'on est dans l'amélioration, et d'autres usines, plutôt françaises, moins on sonne, mieux ça se passe parce que sinon on va se faire remarquer. Donc on pensait au gars qui n'a pas mis la vis qui lui manquait parce qu'il n'en avait plus dans le truc, et qui sait qu'il va avoir un gars qui va acheter cette bagnole je ne sais pas où, et il sait juste que dans 3 semaines ça va faire quelque part, et voilà. Comment il peut dormir le gars, quoi? Comment il peut dormir, comment il peut être fier de ça? Et comment vous allez développer de la fierté chez vos collaborateurs d'avoir pris des risques, d'avoir tenté des choses, d'être fier de rentrer chez soi, de raconter à son épouse, à ses enfants que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Je suis allé sur une compétence que je détiens, qu'on ne m'a pas demandé, mais je la détiens. Compétence détenue par rapport à la compétence requise.
comment j'ai apporté ma valeur ajoutée, ma contribution, hein, le principe du colibri. Vous connaissez tous le colibri, hein? Non? Énorme feu dans une forêt, et puis tu as un colibri qui va dans la mare, un petit colibri, il va dans la mare, il prend un petit peu de flotte, il va au-dessus de l'énorme incendie, il balance la flotte, et là tu as un autre oiseau qui regarde, qui dit juste mais ça sert juste à rien ce que tu fais, quoi. T'as vu, tu balances. Je fais ma part du travail. Si tout le monde fait ça, on éteint le feu. Et ben c'est pareil dans l'entreprise. Chacun peut prendre sa part dans l'amélioration continue, dans la satisfaction du client. Et mettre le client de façon centrale dans son organisation. C'est-à-dire d'organiser par rapport au client et non pas par rapport à soi. L'entrepreneur est très égocentré, a fortiori s'il a son entreprise depuis longtemps. C'est moi, mon entreprise, et autour tous les services, hein, finance, achat, production, qualité, RH, tout ce que tu veux. Et ben je dis, enlève-toi et mets le client au milieu. Comment tous tes services se mettent au service de ton besoin client. Ça change complètement le paradigme d'approche de l'entreprise. C'est une approche radicalement différente, dont beaucoup de dirigeants sont incapables de passer ce cap. Et parfois freinent. Tous les entrepreneurs que je vois qui sortent des produits qui n'ont pas de place sur le marché, c'est des gens qui, justement, ils ont peur de ce que le client pourrait leur demander. Ils sont convaincus. Et ça, je pense que c'est vraiment un danger pour nous. C'est un danger pour notre économie. Et donc, il y a un vrai travail. En cela, le CJD a son rôle de formation du dirigeant, d'amélioration, je dirais, de notre ADN de dirigeant. Mettre l'économie au service de l'homme, c'est à un moment se dire, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi juste dirigeant, quoi. Je sors de l'entreprise, elle peut très bien vivre sans moi dans l'absolu. Il faut juste que je la pilote et que je serve un peu de médiateur. Et cette longue histoire du CJD, 75 ans d'histoire, a fait que marquer comme ça, mettre des curseurs tout au long où on a amélioré, où on a pensé différemment l'entreprise. Et quand j'ai posé ce concept de l'agilité sur mon mandat de 2 ans, qui se termine en juin, on ne s'attendait pas finalement à saisir quelque chose d'aussi puissant. On en a donné une sorte de traduction opérationnelle d'un concept qui était très technique, qui mériterait presque qu'on supprime le mot agilité, qu'on lui trouve un autre nom. Comme de temps en temps, on se fait un peu plaisir au CJD, donc on a parlé d'entreprise infinie, mais alors là, ça va pas, on est un peu à côté. Mais c'est vraiment créer une entreprise organique et non pas minérale. C'est Jacques Chaise qui m'a appris ça, qui est dans la salle. L'entreprise minérale avec des couches, alors que l'entreprise est organique. Elle est interconnectée. Quand ça a mal d'un côté, ça va forcément aller mal de l'autre côté. Et le CJD est là pour réfléchir à ce genre de choses. Et personnellement, je suis très très fier d'être président de ce mouvement et d'avoir pu intervenir devant vous. Je vous remercie.